des moutons. Les débuts de la révolution industrielle sont liés à l'effondrement de la population et à la pullulation des moutons dans toute l'Europe du Nord-Ouest. Le processus commence dans les Flandres en 1600. Les paysans des Flandres et peut-être de quelques régions de France se mettent donc à produire des fourrages pour les moutons. Einstein disait, pour être irréprochable parmi une communauté de moutons, il fallait avant toute chose être soi-même un mouton. J'en viens à penser à ce que disait Socrate. Il est plus facile de compter ses moutons que ses amis. Même les abeilles, avec les abeilles et les moutons, nous vient l'argent en dormant. Quelle réflexion profonde sur les moutons. Une réflexion philosophique. Mais en fait, pourquoi sommes-nous venus à parler des moutons? C'est en réalité un discours prononcé par M. Mazelier, le parrain de la paix 98. Mais enfin, pourquoi avez-vous choisi un parrain qui se passionne pour les histoires de moutons? Mais voyons, le professeur Marcel Mazoyer est loin de se limiter qu'aux moutons. Professeur émérite d'AgroParisTech, éminent spécialiste des systèmes agraires par-delà de l'étang et le monde, et avant tout notre parrain. Il nous fait le plaisir d'être une fois encore ici ce soir pour nous dire quelques mots. Merci. J'avais oublié cette histoire de mouton. Monsieur le président de l'ISTOM, monsieur le directeur de l'ISTOM, monsieur le président des anciens, mes chers filleuls, avec un E et sans E, je dis bonsoir et puis je vous remercie de m'avoir invité une fois de plus pour cette cérémonie de remise des diplômes. J'en suis très honoré et je suis ravi de participer avec vous à cette magnifique cérémonie. La première chose que je voudrais dire ou redire, parce que je n'ai pas le souvenir complet de ce que j'avais dit il y a quelques années, c'est quand même que vous, les jeunes diplômés de l'ISTOM, il faut quand même penser que parmi tous les autres qui n'ont pas eu cette possibilité, vous avez quand même la chance d'avoir fait de bonnes études et d'avoir choisi une bonne orientation. Et dans cette orientation, une bonne école. Je le dis parce que je le pense, parce que je fréquente aussi des gens qui n'ont pas eu cette chance ou cette possibilité. Ça, c'est important. Deuxièmement, malheureusement, vous ne tombez pas forcément au meilleur moment pour sortir diplômé d'une école, même si les diplômés de votre école se placent assez bien, comme on dit. Je me souviens quand même que quand moi j'ai cherché un premier travail après avoir démissionné de l'administration, ce qui ne se faisait pas beaucoup, mais je l'ai fait, j'avais le choix entre 10 places sûres, quoi, toutes plus séduisantes les unes que les autres. Et je sais bien aujourd'hui que les meilleurs étudiants sortant d'une grande école ont déjà de la chance quand ils se retrouvent dans une courte liste après sélection des dossiers des 5 ou 10 qui vont être interrogés avant d'être embauchés. Et qu'il faut souvent faire plusieurs entretiens d'embauche pour y arriver. Mais je suis sûr que, d'ailleurs, j'ai posé des questions avant de dire ces quelques paroles et je sais que la plupart d'entre vous arrivent à se placer dans des délais raisonnables. Ça, c'est la première chose. Ce pessimisme à court terme n'est pas un pessimisme fondamental parce que c'est bien évident que le prochain demi-siècle va être un siècle de développement agricole permettant à non seulement à 10 milliards de personnes de vivre, mais de manger convenablement, puisqu'il y en a aujourd'hui 2 ou 3 milliards qui ne mangent pas convenablement, qui souffrent de malnutrition, 1 milliard qui souffrent de la faim,
et que, je le dis aussi pour des personnes qui vont se consacrer en partie aux questions agricoles et périphériques de l'agriculture, il faut se souvenir toujours que 75% de ces gens pauvres, malnutris, sous-alimentés, de ces 9 millions qui en meurent aussi chaque année, 75% sont des ruraux, parmi lesquels une très grande majorité de paysans pauvres et très pauvres. Et que quand on y réfléchit, les 25% restants sont la plupart du temps d'ex-paysans, paysannes, fils de paysans, de paysannes, qui ont quitté les campagnes, faute d'y gagner leur vie et d'y manger à leur faim. Donc la pauvreté dans notre société, elle est massivement paysanne, globalement à l'échelle mondiale, pas forcément en France. Elle est massivement paysanne et elle se transforme en chômage urbain, en salariés gagnant $1,5, $2, $3 par jour. Donc, se battre pour produire de quoi nourrir tout le monde, c'est se battre aussi nécessairement pour éradiquer la pauvreté de la surface de la Terre. C'est pas un combat nouveau, mais il se situe aujourd'hui dans des conditions nouvelles, en ce sens que c'est pas les insuffisances de capacité de production, ni même de production, qui sont la cause de la pauvreté et de la faim. C'est bel et bien la pauvreté elle-même, le fait que la plupart des paysans du monde n'ont même pas les moyens de produire ce dont ils ont besoin, et en tout cas pas les moyens de se procurer un revenu monétaire supplémentaire leur permettant de rester à la campagne. Et donc c'est bien contre le développement inégal qu'il faut se battre. Et je sais bien qu'Alstom, vous le savez, votre président l'a dit il y a un instant. Mais pour faire ça, il faut toute une série de compétences. Certaines ont déjà été évoquées, mais je ne sais plus quel général français, mes références ne sont pas toujours dans ce secteur, rassurez-vous. Je ne sais plus quel général français disait la compétence, c'est le savoir, c'est le savoir-faire et c'est le savoir-être. Alors le savoir, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand moi je sortais de l'agro, je croyais que je savais beaucoup de choses, quoi. Et aujourd'hui, j'en ai appris quelques-unes en plus, mais je me dis que j'ai plus de choses à lire et à comprendre que j'en ai déjà lu et déjà compris. Tous les jours, je vois des pans entiers de connaissances qui émergent comme ça à l'occasion d'une publication ou d'un discours ici ou là. Et je me dis, ça, il faudrait que je le lise, et j'en viens pas à bout. Alors donc, n'oubliez pas de continuer à lire beaucoup, des choses utiles, mais les choses utiles sont aussi des choses intéressantes. Et quelquefois, il arrive que les choses utiles soient bien écrites, alors il faut en profiter. N'oubliez pas de lire et de continuer à enrichir ce que vous avez déjà acquis ici. Et puis on dit le savoir-faire. Alors, vous avez appris des savoir-faire, évidemment. Mais aucun savoir-faire n'est opérant par lui-même. Sur le terrain, ceux qui ont fait de la coopération le savent, c'est d'abord ce que font les gens qu'il faut apprendre, avant que ce que vous savez vous-même puisse s'articuler avec ce qu'ils font. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord apprendre la pratique de ceux avec lesquels vous allez travailler, pour lesquels vous allez travailler. Sinon, vous allez vous tromper. Les savoir-faire préconçus sont inopérants quand ils ne partent pas des pratiques elles-mêmes pour les enrichir, les transformer, les modifier. Donc, il faut continuer à apprendre à savoir-faire. C'est pas vrai qu'on le sait vraiment quand on débarque. On sait faire des choses, mais il faut qu'elles s'inscrivent dans ce qui fait. Le développement, c'est pas nous, c'est pas vous qui le faisons. C'est les paysans, c'est les industriels, c'est les travailleurs des quatre coins du monde. Et c'est leur travail qui fait le développement. Alors qu'est-ce qu'on est, nous, là-dedans? On est des vecteurs qui apportons quelque chose en plus, ou quelquefois transférons ce qui se fait ailleurs chez des gens qui devraient faire la même chose, mais qui ne le savent pas, parce qu'ils sont moins circulants, moins universellement connaissants que nous pouvons l'être.
Je ne vais pas dire que l'agriculture comparée, c'est la base de l'agronomie, mais je le pense, quoi. C'est pas tellement vrai que ça sort des labos et des champs. Ce qui sort des labos et des champs est indispensable, mais le vrai moteur du savoir utile, c'est la pratique. C'est-à-dire que c'est finalement les gens qui s'en servent. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, je ne vais pas vous livrer toute ma philosophie, quoi. Mais il faut avoir lu Voyage en France d'un agronome de Arthur Young en 1788 ou quelque chose comme ça pour comprendre ça, qui était un agronome anglais et pas français. Mais c'est souvent quand on se dépayse qu'on apprend à mieux comprendre ce qui se passe. Bon, il y a eu d'autres voyages en France ou dans le monde, de Dumont et autres, mais c'est important de se souvenir de ça. Et puis, il y a le savoir-être, quoi. Alors ça, c'est sûrement ce qu'on oublie parfois et qui est le plus important. C'est qu'en fait, on ne fait rien de bien avec les autres, parce que vous êtes avec les autres. Vos métiers ne sont pas des métiers de personnes isolées. Vous n'êtes pas des chanteurs lyriques, et encore un chanteur lyrique. Il a son orchestre, il a ses compositeurs, hein, mais vous n'êtes pas des peintres tout seuls dans un coin, même si certains d'entre vous le sont. Vous êtes parmi les autres. Et on ne fait rien de bien avec les gens si on ne les aime pas, quoi. Et j'ajouterais d'un mot, pas seulement si on ne les aime pas, parce que aimer les gens en général, comme ça, l'humanisme au grand cœur, c'est encore relativement facile, quoique il vaut mieux être comme ça qu'autrement. Hein. Mais il faut les aimer en particulier, les gens avec qui vous allez travailler. Sinon, ça ne fonctionne pas bien. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Mazoyer, pour cette nouvelle intervention devant notre promotion et d'autres. Et au nom de notre promotion, je tenais à cette occasion à vous remettre ce petit cadeau. C'est un album photo reprenant les meilleures photographies de notre cérémonie de parrainage il y a presque 2 ans maintenant.